Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directrice de l'IFRAP. Vous publiez, on en a parlé la dernière fois quand vous étiez venu, mais on le recite encore, ce que doit faire le prochain président. Elle fait elle-même sa promotion. On le refait là, on peut la Allez, filmer. on le refait. Et voilà, voilà. C'est aux éditions Albin Michel. Indirectement, on parle de votre livre au travers de l'actualité, au travers aussi de François Fillon, parce que c'est intéressant. Il est revenu à la charge avec on va dire une V2 de son programme économique et fiscal. Il nous a mis une bonne dose, ça ne vous a pas échappé, de mesures sociales dans son programme, sans pour autant, et ça c'est vrai, revenir sur les grands marqueurs. Vous en conviendrez sur les grands marqueurs, la réforme des retraites, la fin des 35 heures, la baisse de la dépense publique. Mais il était obligé d'ajouter comme ça ce coup de barre à gauche, diront certains, en tout cas des mesures sociales, de pouvoir d'achat, la baisse de cotisation sociale salariale, pour pouvoir dire je suis le candidat du pouvoir d'achat, 350 € par an, par salarié. Avant c'était 250, il a mis 100 € de plus, voilà. Il a eu raison. C'est une question de négociation à l'intérieur de son camp. On voit bien que du côté des sarkozystes, c'était une mesure qui était dans le programme de Nicolas Sarkozy, cette mesure pouvoir d'achat sur les cotisations sociales des salariés, et qui a été quasiment reprise mot à mot avec quelques variantes dans le nouveau programme Fillon. Mais c'est vrai que globalement... C'était pour faire plaisir aux sarkozystes, c'est ça? Qui le soutiennent? Oui, globalement, finalement, le programme ne change pas tellement, vous l'avez dit, David. Il y a quelques mesures. Il y a la mesure remboursement du dentaire, de l'optique, des il fallait s'aligner audioprothèses. sur les petits copains, non, c'est ça? Oui, mais alors en réalité, ce n'est pas du tout la même mesure. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce sont les complémentaires qui vont rembourser. Ce n'est pas la Sécu. Chez Fillon, chez François Fillon. Oui, chez Fillon, et tandis que chez Macron, c'est vraiment l'assurance maladie obligatoire qui remboursera. Donc dans les chiffrages, c'est tout à fait différent. C'est 700 millions d'euros supplémentaires en dépenses publiques pour François Fillon, c'est 5 milliards d'euros de plus par an pour Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup de détails sur lesquels il faut... Le diable, il est où le diable? Non, mais s'attacher vraiment aux détails. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que, certes, les économies annoncées par François Fillon ont un peu baissé en valeur. On n'est plus sur 100 milliards d'euros? On n'est plus sur 100 milliards, mais on est sur de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ah, il se rapproche d'Emmanuel Macron. Donc, mais non, parce que le problème, c'est que là aussi, il faut avoir une réanalyse mesure par mesure des dispositions qui sont proposées par les candidats. Alors, donc quand François Fillon nous dit maintenant c'est plus que 100 milliards d'euros d'économie sur la dépense publique, c'est pas une baisse, c'est une économie sur la dépense publique de 80 non plus de 100, c'est mieux documenté que quand il nous disait 100? Alors de toute façon, dans la primaire à droite, on a eu beaucoup plus de documents et d'informations sur les mesures que ce qu'on a aujourd'hui dans le cadre de la présidentielle et même dans les primaires à gauche, on n'a pas eu tellement de détails des candidats sur leur programme. Donc les programmes les plus détaillés, ça a été quand même les programmes de la droite parce qu'il y a eu un travail très en amont 2 ans avant. Là, on voit qu'on est sur des candidats qui sont quand même partis beaucoup plus tard et qui ne veulent pas dévoiler leur programme. Par exemple, Emmanuel Macron, c'est très intéressant de faire la balance entre ces économies proposées, donc il dit qu'il nous fait 60 milliards d'euros d'économies, et ces hausses de dépenses proposées, que nous, on chiffre à la Fondation IFRAP de l'ordre de 44 milliards d'euros. Non financés. C'est-à-dire qu'il faut faire la balance entre les 44 milliards et les 60 milliards. Donc ça fait une baisse de 16. Et oui, et il nous fait aussi un plan d'investissement de 5... Donc la vraie baisse, véritable économie sur la dépense publique chez Emmanuel Macron, une fois qu'on a tout retravaillé, oui, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est pas 60, c'est entre 15 et 20. Oui, mais le problème... c'est 3 fois moins. Le problème, c'est que le candidat, il nous dit par exemple qu'il revalorise de 50% la prime d'activité sur les bas salaires. Il nous dit qu'il fait une prime de l'achat pour un véhicule propre de 1 000 €. Il nous dit qu'il fait des recrutements, qu'il augmente le budget de la défense, ce qui est tout à fait légitime. Mais il faut les chiffrer, ces mesures-là, en face des milliards d'économies. Et là où En Marche ne nous dit pas tout, c'est qu'il ne documente pas du tout les mesure par mesure. Et ça, on le retrouve le même problème sur les économies, sur les baisses plutôt d'impôts, parce que sur les baisses de prélèvements obligatoires, il est à 37,5 milliards. Et sur les hausses, Emmanuel Macron, il est à 35 milliards de hausses. Donc une grosse partie est sur la CSG, la hausse la hausse de 1,7 points de la CSG qui fait 17 milliards. Là aussi, on ne sait pas qui va payer parce qu'il nous dit, c'est très intéressant, il nous dit je fais basculer la cotisation chômage et la cotisation maladie salariée sur la CSG. Payé par qui? Payé par les retraités, payé sur le capital? Oui, mais alors il nous dit sur le capital, je fais un prélèvement forfaitaire. À 30%. Donc en fait, ça ne s'applique pas puisque la CSG elle est dedans. Okay, et de l'autre côté, il nous dit, mais ceux qui ne gagnent pas beaucoup, ceux qui sont dans les revenus les plus faibles, ils seront exemptés. Ils seront exemptés. Donc qui va payer? Les classes moyennes.
Donc il faut nous le dire, combien on va payer de CSG en plus. Ce serait sympa de faire des évaluations. Il y a une forme de duplicité, pardon, dans le programme économique de Macron qui nous annonce une baisse de 60 milliards, alors qu'en fait c'est 20. Je ne dirais pas duplicité, je dirais équilibrisme intelligent. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut y voir ce qu'il veut. Celui qui a envie c'est une méthode, ça. Non, mais celui qui a envie d'avoir 60 milliards d'euros d'économie, il voit qu'il y a 60 milliards d'euros d'économie. Celui qui a envie de dépenses supplémentaires, il y voit les dépenses supplémentaires. Donc François Fillon a raison quand il parle de programme Attrape-tout. Pardon, c'est une façon un peu plus non, mais je dirais, abrupte de dire les choses. Je dirais qu'en fait, par rapport à d'autres mesures qui ont été prises ces dernières années, on est à peu près dans le cadre de ce qui a été fait par François Hollande. Et je dirais aussi... Donc Hollande bis, Macron, c'est ça? Et je dirais aussi que tout s'annule en permanence, c'est-à-dire qu'il y a une mesure dans un sens, une mesure dans l'autre. On le voit sur les économies en dépenses, on le voit sur les hausses d'impôts. Et donc, hausse d'impôts, d'ailleurs, vous me disiez 37 milliards d'euros, il y en avait de baisse d'impôts et 35 de hausse. 35 milliards d'euros de hausse d'impôts avec 17 venant de la hausse de la CSG. Ils viennent d'où les 20 milliards de plus de hausse d'impôts chez Macron? C'est la lutte contre la fraude fiscale, c'est l'alignement de la fiscalité du diesel sur l'essence. Là, nous, on l'a chiffré à 7 milliards d'euros, mais là aussi, les chiffres... sont pas donnés. Donc, moi, ce que je trouve important dans la campagne, parce que là, on va commencer à être dans le dur de la campagne à partir de lundi avec le débat télévisé, j'aimerais qu'on ait plus de détails, mesure par mesure, sur tous les candidats. Il est flou, le programme d'Emmanuel Macron, c'est un programme qui est flou? Aujourd'hui, il reste dans le flou, mais je pense que c'est un choix aussi. Il n'a pas vraiment envie de dévoiler ses cartes, il n'a pas vraiment envie de dire... pourtant, son programme, il est là, il est sur la table, on a quasiment tout, on a la suppression de la taxe d'habitation. Et je serais que ça, ce que vous en pensez, la suppression pour 80% des Français. Mais on en parlera plus tard. Mais pour moi, cette proposition relève du même... atavisme politique que celle des 75% de François Hollande. C'est-à-dire que... dans l'autre sens. Oui, mais c'est la recherche d'un marqueur politique. C'est la recherche de quelque chose qui va devenir un emblème dans la campagne. Alors que personne ne demande la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation, c'est un des impôts qui est payé par le plus de ménages, alors que l'impôt sur le revenu, il est payé même pas par la moitié des ménages français. Il peut être considéré comme socialement injuste, la taxe d'habitation, parce que finalement, quel que soit son niveau de revenu ou de patrimoine... Mais justement, on n'arrête pas de dire que c'est un problème pour la démocratie, pour la solidarité, qu'il y ait si peu de ménages en France qui paient l'impôt et qu'il y ait beaucoup de revenus, des revenus de la solidarité, qui ne soient pas intégrés dans l'impôt, contrairement à beaucoup d'autres pays. Donc, on va aller encore plus loin. On va encore exonérer d'impôts, alors qu'on a déjà beaucoup exonéré les faibles revenus ces dernières années au niveau de l'impôt sur le revenu. Et qui va payer les 10 milliards? C'est l'impôt de ceux qui financent l'État, puisque c'est l'État qui va compenser. Donc, si vous aviez Macron, vous allez augmenter l'impôt sur le revenu pour financer cette suppression de vous demandez taxe quoi? C'est une d'habitation. question à poser Emmanuel Macron, si vous l'aviez devant vous. La question, sur son programme économique, est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut revenir au plein emploi avec ce genre de mesures? Et est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut revenir à 50% de dépenses publiques par rapport au PIB, en annonçant 60 milliards d'euros d'économies d'un côté et 44 de dépenses supplémentaires de l'autre, et en économisant pas sur les retraites? Donc il y a quelque chose qui ne boucle pas en fait dans le programme. Si on veut vraiment revenir au plein emploi... C'est l'ancien ministre de l'économie. Comment il n'a pas réussi à boucler son programme? Justement, c'est la question. Ou alors, est-ce qu'il y a un autre programme qui n'est pas affiché et qui est plus ambitieux? C'est aussi une possibilité. C'est peut-être la vision optimiste du Donc il avancerait masqué. Scénario. C'est une espèce d'avancée masquée de ne pas oser dire je vais faire un peu comme Fillon, mais finalement je ne le dis pas. Pour reprendre l'exemple des retraites, par exemple, je ne vois pas l'intérêt de faire une énorme réforme systémique avec un système par points à la suédoise, d'aligner tout le monde avec... Je pense que personne n'a rien compris d'ailleurs sur ce que c'est qu'un système par points. C'est qu'en fait, à chaque euro cotisé, on a un nombre de points, mais ces points peuvent être réévalués dans le temps en fonction de la conjoncture. Donc ça veut dire que si la conjoncture n'est pas bonne, j'aurai une pension plus faible. Non, mais c'est aussi indexé sur l'espérance de vie. Donc tout ça, il faut l'expliquer un peu mieux. Et comment on fait avec les salariés du public qui n'ont pas du tout les mêmes calculs que les salariés du privé? Déjà, si on faisait converger sur les mêmes modes de calcul du régime général et qu'on mettait une part de capitalisation, ce serait déjà formidable. Mais comment imaginer qu'on va baisser la part de dépenses publiques dans le PIB si on ne fait pas d'économie sur le système de retraite? C'est impossible. Il ne cherche pas à en faire, il assume. Il dit aujourd'hui, la retraite, ce n'est plus un problème financier. Oui, mais non. C'est un problème d'équité. Non, mais c'est faux parce que, David, il y a quelque chose... C'est ce qu'il dit en tout cas. Non, mais il y a quelque chose qu'on a mis en exergue, nous, à la Fondation IFRAP, c'est que sur les régimes spéciaux, qui est-ce qui finance les déficits qui ne sont pas affichés parce qu'il n'y a pas de caisse officielle, notamment sur les agents de l'État? Il y a 8 milliards de déficits annuels environ. C'est l'impôt des Français. Donc tous les ans, on subventionne des cotisations. Il met fin aux régimes spéciaux, tout comme François Fillon. Oui, mais il met fin. Mais alors s'il met fin,
ça veut dire qu'il a un financement plus juste et un équilibre entre les D'où vient différents l'argent? régimes. Comment c'est financé? Et ça veut dire que derrière, doit réaliser des économies, parce que sinon, on continue avec ce schéma impossible de financement des retraites publiques qui sont plus élevées que les autres. Donc, quand François Fillon dit que c'est un programme qui est économique, qui attrape tout et mou, enfin, oui, et flou, vous pourriez reprendre... Non, mais je trouve qu'il ménage un peu tout le monde, mais qu'il n'est pas dans le changement de modèle dont il nous parle. C'est-à-dire que si on veut changer de modèle, alors c'est vrai qu'il a des bonnes intuitions et des fulgurances sur certains sujets. Par exemple, la suppression du principe d'unicité de la fonction publique qui veut qu'on augmente le point d'indice de manière centralisée, qui est vraiment stupide. Et personne n'en parle. Ça, même François Fillon ne dit pas qu'il faut revenir là-dessus. L'idée d'ouvrir aux contractuels les postes de la haute fonction publique, qu'il faut faire venir des profils du privé, qu'il faut avoir beaucoup plus de mixité dans la culture. Donc tout ça, il va plus loin que ce que dit le candidat des Républicains. Mais il ne va jamais jusqu'à dire comment il change véritablement le modèle au final. Il ne nous dit pas comment sa réforme des retraites se fait, il ne nous dit pas comment il fait ses 10 milliards d'économies sur le chômage. Est-ce que c'est en baissant les indemnités chômage? Non, mais alors comment il fait, puisqu'il fait venir de nouveaux bénéficiaires potentiels? Ceux qui, les artisans, les indépendants, et ceux qui démissionnent une fois tous les 5 ans. Ceux qui démissionnent une fois tous les 5 ans, les les agriculteurs. Donc on ne peut pas croire qu'on va économiser en faisant rentrer de nouveaux ayants droit. Alors, on parle du flou qu'il y a parfois chez Emmanuel Macron, mais il y en a aussi, je trouve, chez François Fillon, notamment sur la question des fonctionnaires qui vont passer de 35 à 39 heures. Mais ils seront payés combien? C'est là où il est, pardon, mais c'est la question des compensations salariales, il n'est pas clair. Oui, mais il n'est pas clair pourquoi? Parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa logique, en fait, François Fillon, sur ce sujet. Parce que si c'est pour qu'il travaille 39 heures payé 39, financièrement, ça n'a aucun intérêt. En fait, il n'ose pas aller jusqu'au bout de la réflexion. La réflexion, si on la mène jusqu'au bout, il y a un problème avec le statut de la fonction publique, le statut à vie de la fonction publique. Si vous ne remettez pas en question ce statut, vous ne pouvez pas... Pour tous les fonctionnaires ou uniquement pour... pour tous ceux qui ne sont pas dans le régalien, donc tous ceux qui ne sont pas dans la justice, pénitentiaire, la police, la défense, etc. Bon. Quoique dans la défense, il y a énormément de contractuels déjà. Bon. Mais tous ces personnels-là, des collectivités locales, des hôpitaux, des écoles, si vous voulez les valoriser en fonction de leur travail, il faut sortir du carcan du statut. Parce que le statut ne veut voir dépasser aucune tête, dans la vision syndicale du statut aujourd'hui. Et il n'en parle pas, François Fillon, c'est ça? Il ne dit pas qu'il va remettre en question le statut. Mais encore une fois, pardon, mais sur les 35 passages de 35 heures à 39 heures... C'est complètement corrélé. Parce que si vous n'augmentez pas l'indemnité de base, le salaire, en gros, parce qu'on considère que vous augmentez le temps de travail, mais vous conservez ça pour un temps plein et vous avez la même rémunération de base. Il va falloir jouer sur les primes. Et les primes, si vous voulez jouer sur les primes pour valoriser le travail des meilleurs agents, il faut valoriser le présentéisme. L'énorme problème aujourd'hui dans la fonction publique, c'est l'absentéisme. Vous avez des villes comme à Amiens, vous arrivez jusqu'à 49 jours d'absence par agent et par an sur les agents titulaires de la fonction publique. On explique comment? On n'explique pas. On n'explique pas. C'est culturel, c'est les chiffres des bilans sociaux. La ville, quand on les publie, ne dit rien, puisque c'est normal, ce sont ses propres chiffres. Et donc, on arrive à des montants énormes, en termes de milliards dépensés pour des personnels qui ne sont pas présents. Et ça, le statut ne permet pas aujourd'hui de valoriser la présence d'un agent, de valoriser son travail. Donc, si François Fillon veut aller jusqu'au bout de sa logique d'augmenter le temps de travail des agents, il faudra aussi, pour mobiliser les troupes, parce que les agents, il y en a des formidables qui aiment leur travail, qui sont au service de l'intérêt général, qui ont vraiment envie que ça marche, de réformer. Il y a à peu près un tiers des agents qui sont à fond pour la réforme et pour la réorganisation publique, qui ont envie. D'où vous sortez ce chiffre? Tout simplement parce que nous, on a fait un sondage sur notamment les agents publics. Est-ce que vous avez envie que le statut de la fonction publique évolue? On s'est trouvé avec 31% des agents qui étaient pour la suppression du statut à vie. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pour la suppression du statut à vie? C'est tout simplement parce qu'ils sentent qu'eux-mêmes, dans leur carrière, dans leur cursus, dans leur service de l'État ou de la collectivité ou de l'hôpital, ils ne sont pas assez valorisés. Mais si François Fillon ne remet pas en cause ce statut, encore une fois, je reviens à la question, s'il ne touche pas au statut, qu'est-ce qu'il fait, encore une fois, sur le passage de 35 à 39 heures? Il paye combien les fonctionnaires, pardon? Il va les payer le même montant et il dit qu'il va jouer sur les primes. Mais comme il dit qu'il va jouer... Ils seront payés 35 heures, ils travailleront 39 plus des primes. Oui, mais c'est pas clair. Mais c'est pas un problème. Vous savez que au niveau de l'État,
20% des rémunérations des agents sont des primes. Et en fait, les primes, elles sont versées à tout le monde. Ça, j'avais expliqué dans un précédent livre, On va dans le mur, où j'avais un chapitre sur les primes. On était à plus de 1500 primes rien qu'au niveau de l'État. Les régimes indemnitaires des régions, des départements, des communes, personne ne les connaît. Il n'y a aucune publication. Déjà, pour l'État, j'étais allée chercher une clé USB avec le livre blanc des primes du régime indemnitaire de l'État, et c'est quasiment secret. Donc, ces primes, si vous voulez les verser à ceux qui font bien leur travail, il n'y a aucun problème, vous les réaffectez. Et ceux qui ne font pas bien leur travail sont pénalisés. Donc c'est la question de valoriser… L'individualisation de la prime. Mais bien sûr. Comme dans le privé, mais le problème, c'est qu'avec les négociations PPCR, etc., dernièrement… PPCR, c'est quoi ça? On ne va pas rentrer dans le détail, c'est toute la réflexion autour des primes qui a été menée notamment par Mme Lebranchu sous ce gouvernement. Ils nous disent qu'ils individualisent, alors que pas du tout. Il y a une toute petite fraction qui l'est, et tout le reste, ça reste toujours attaché au poste, au grade, à l'ancienneté. Agnès Verdier-Molinier, le flou aussi, je trouve, sur la réforme des retraites chez François Fillon. Il est clair en disant on passe de 62 à 65 ans, mais là encore sur le tempo, sur le rythme. Il a parlé de la fin du quinquennat, c'était pendant la primaire. Maintenant, il nous a dit, peu après la fin du mandat, le tempo de cette réforme, elle n'est pas non plus très oui, claire. parce que le problème, c'est que, en gros… il y a un timing habituel de repousser à peu près d'un trimestre ou de 2 trimestres, mais on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Donc la question, c'est combien de reports d'âge par an, et en nombre de mois. Qu'est-ce qu'il nous dit alors là? Alors là, il nous dit à l'horizon 2022, 65 ans. C'est pas possible en fait. Oui, c'est pour ça qu'il a dit un peu après la fin du mandat. Nous, on dit c'est 2028. 65 ans. Ah oui, ça fait un deuxième quinquennat, ça. Oui, mais c'est pas grave. C'est là qu'à mon avis, il ne faut pas non plus être complètement focalisé sur la durée du quinquennat. Il y a 5 ans, mais la France, elle ne va pas être là que pendant 5 ans. Et la réforme des retraites, ce n'est pas une réforme à 5 ans. La réforme des collectivités locales, ce n'est pas une réforme à 5 ans. La réorganisation des missions publiques, ce n'est pas une réforme à 5 ans. Il faut avoir un planning beaucoup plus long. Moi, j'ai donné dans mon livre un planning de réforme avec un calendrier jusqu'en 2022, mais il y a plein de réformes que je propose qui sont, par exemple, la baisse des impôts. Moi, je propose une baisse des impôts de 87 milliards, mais à l'horizon 2024. Parce que il peut se passer tant de choses ici. Là, mais non, mais parce qu'il faut avoir une vision quand on va trop loin, souvent, on se prend les pieds dans le tapis. Mais qui dépasse le quinquennat. Et c'est pour ça que sur la réforme des retraites, je crois que c'est une erreur de dire 65 ans en 2022. C'est infaisable surtout. C'est plus cohérent de dire 2026 ou 2028, et c'est ce qu'il est en train de dire. Au début, quand il nous avait présenté son programme pendant les primaires à droite, il nous avait dit « je fais 50 milliards de baisse d'impôts la première année ». Et vous avez bien vu que dans la V2, là, il est plus sur 50 milliards. Pourquoi? Il a revu tout son cadrage financier budgétaire. Non, mais pourquoi? Parce que, évidemment, ça dégradait trop le solde. On était à 4,7 de déficit. En 2017, il est passé à 3,7% de déficit public en 2017. Eh bien oui, c'est beaucoup plus cohérent. Pourquoi? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une remontée des taux de la Fed, qu'on va avoir une remontée des taux vraisemblablement de la BCE. On en prend tout droit le chemin. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Ils sont en train de tous renégocier leurs prêts. Et ils ont bien raison, il faut qu'ils continuent à le faire. Et donc, la France n'a pas du tout intérêt à appuyer et à allumer les warnings vis-à-vis des marchés. Bon, sachant que l'objectif de François Fillon à horizon 2022, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. Vous y croyez avec, au regard de tous les allègements fiscaux, sociaux mis en œuvre en début de mandat, on peut arriver à l'équilibre. Mais ce qui est difficile, David, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais… Parce que tous sont promis et aucun ne l'a fait. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a jamais fait les réformes en France. Parce que on y revient. Les premières années sont difficiles. Il faut mettre en place des mesures courageuses. Si on ne fait pas les baisses de dépenses et qu'on fait que les baisses d'impôts, derrière, on fait des hausses d'impôts. Donc, le problème, c'est que dès le début du quinquennat, dès 2017, il faut prévoir d'avoir autant, sinon plus, de baisses de dépenses programmées que de baisses d'impôts. Et c'est tout le sujet. Est-ce que quelqu'un, ça dégrade beaucoup les comptes quand on baisse la dépense et qu'on augmente et qu'on baisse aussi les impôts. Si c'est fait de manière à peu près équilibrée, ça ne dégrade pas, justement. Mais l'idée, c'est d'éviter un choc trop récessif non plus. Donc, c'est de faire ça intelligemment, avec un timing. Trop récessif du fait des économies sur la dépense publique. Sur la dépense publique.
Et c'est pour ça que nous, à la Fondation IFRAP, on modélise, on fait tourner un modèle économétrique pour avoir une idée de ce que ça donne en mettant en place telle ou telle mesure tous les ans, avec vraiment une réflexion long terme, jusqu'en 2027, 2017, 2022, 2022, 2027, pour voir ce que ça donne dans l'économie. Et il ne faut pas imaginer que les autres pays, quand ils ont fait leur réforme, ils ont eu tout de suite un taux de croissance à plus de 2% Certains, ça leur a coûté leur élection, Gerhard Schröder. Mais bien sûr, mais Gerhard Schröder, il a fait le travail, il a été courageux. À l'époque, quand Gerhard Schröder a fait le travail, à Bercy, il disait... Lors de son deuxième mandat. Oui, mais à Bercy, qu'est-ce qu'on disait sur l'Allemagne? On disait, oh là là, mais vous avez vu, les résultats de la France sont meilleurs en croissance, etc. etc. À l'époque. Et puis ensuite... Le grand malade de l'Europe, c'était l'Allemagne. Et puis ensuite, ils nous ont doublés. Parce que dans les premières années, quand vous faites le travail, bah oui, c'est dur. Et ils l'ont fait tout ça dans leur coin. C'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a plein de pays qui font cette politique de compétitivité, et si l'Espagne le fait, tout le monde le fait en même temps. Oui, enfin, je vais vous dire, pour l'instant, on est parmi les derniers. Les Pays-Bas l'ont fait, les Allemands l'ont fait, les Suédois l'ont fait, les Danois l'ont fait. Quand vous regardez l'évolution des courbes... L'Europe du Nord. Mais oui, l'évolution des courbes de prélèvements obligatoires, c'est incroyable. De dépenses publiques. Aussi, les pays nordiques. Regardez le dernier rapport de la Cour des comptes qui nous fait un très très beau graphique qui nous montre qu'en 2010, on avait 7 points d'écart de dépenses publiques par rapport aux pays de la zone euro. Maintenant, on a 10-12. Maintenant, on est à 10,5. Donc, les autres ont fait le job. Et nous, on n'a rien fait. Alors, on vient de sortir d'ailleurs à la Fondation IFRAP un numéro d'analyse bilan 2007-2017 sur toutes les bêtises qu'il ne faut pas refaire, qu'on a faites pendant les quinquennats Nicolas Sarkozy et François Hollande. Parce que finalement, ils ont utilisé peu ou prou les mêmes méthodes. Les emplois aidés, les formations, ça c'est pour le chômage. Droite et gauche ont mené un peu la même politique. Les mêmes politiques. 76 milliards de hausse d'impôts pour Nicolas Sarkozy, 79 milliards de hausse d'impôts pour François Hollande. Enfin, c'est très intéressant de voir, les chiffres sont complètement corrélés. 1 million et quelques de plus, toutes catégories confondues de demandeurs d'emploi en plus. Idem pour François Hollande. De la dette, on en a généré 600 milliards entre 2007 et 2012. Certes, il y a eu la crise, oui, quand même. Mais de l'autre côté, François 300, Hollande, 200, 300. Il est vers 350, je pense qu'on finira autour de 350 à la fin 2017. Donc, on est sur des chiffres qui sont identiques. Pourquoi? Parce que finalement, on avait laissé aussi gérer l'administration. Bon, un mot de François Fillon encore, juste Agnès Verdier-Molinier. Objectivement, quand on regarde son programme économique, on se dit qu'objectivement, il y a beaucoup de mesures en faveur des plus favorisés. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais que ce soit la suppression de l'impôt sur la fortune, le prélèvement libératoire sur le capital à 30%, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le relèvement du plafond du quotient familial et la fin de la modulation des allocations familiales en fonction des revenus, avec une hausse de la TVA qui, pour le coup, est payée par tout le monde. Objectivement, c'est un programme qui est favorable aux plus aisés. Il faut oser le dire, mais c'est un parti pris après. Le problème, c'est qu'on a matraqué les gens qui sont capables d'investir dans l'économie, qui sont capables de créer de l'emploi, de créer des entreprises. On les a fait fuir. On les a envoyés en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Suisse. Maintenant, si on veut rester tous pauvres entre les pauvres et faire partir tous les gens qui ont un peu de moyens, qui ont un peu créé des entreprises, qui ont réussi, etc., il faut qu'on continue. Hein. C'est ça. Finalement, le PIB par tête en France, il n'évolue pas, il stagne. Il baisse un peu. Non, mais on peut se satisfaire de ça. Donc on est content de réduire les inégalités, mais quand l'INSEE nous dit on a réduit les inégalités juste parce qu'il y a des gens qui sont partis à l'étranger dans les revenus les plus hauts, il faut aussi... C'est pas un peu réducteur ça comme... Non mais c'est complètement la réalité, hein. Vous prenez les analyses de l'INSEE sur ce sujet, c'est juste que les gens sont partis... Parce que les riches sont partis, c'est pour ça qu'il y a toujours les plus hauts revenus sont partis, ou on fait baisser leurs revenus de manière plus ou moins artificielle, et résultat, oui, les inégalités se sont réduites. C'est quelques centaines par an qui s'en vont. Attends, mais parfois, non, c'est pas quelques centaines, on arrive sur certaines années à 49 000, hein, c'est des chiffres officiels. C'est pas que ceux qui paient l'ISF. Je pensais qu'il y a les 700, 800 Non, mais les 700, 800, attends, il y a aussi tous ceux qui ne rentrent pas dans l'ISF parce qu'ils ont vendu leur entreprise et que finalement, avant de rentrer dans l'ISF, ils partent. Et donc, tout cela, il faut les faire revenir, il faut les inciter à investir en France, il faut inciter les investisseurs étrangers à investir en France. Vous savez qu'on a 40 milliards d'écart de fiscalité sur la fiscalité du capital entre la France et l'Allemagne. 40 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut attirer du capital? Est-ce qu'on peut développer des entreprises sans capital? On peut toujours se comparer aux Allemands, toujours se comparer aux meilleurs. Mais non, mais il faut se comparer à ceux qui sont nos concurrents directs. Ouais. Et la réalité, c'est que si on ne fait pas une fiscalité, une politique fiscale en faveur
d'un choc entrepreneurial, on ne réussira pas à revenir au plein emploi. On ne pourra pas le faire. Donc, et c'est le cœur du programme de François Fillon. Mais oui, mais et vous voyez qu'Emmanuel Macron propose aussi un prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital. Mais avec la hausse de la CSG de 1,7 points, ce qui est un peu… Mais non, mais parce que c'est compris à l'intérieur, donc de toute façon, ça ne change rien. Donc il faut bien se dire qu'on a besoin des investisseurs, on a besoin de ceux qui ont du capital et dire le contraire aux Français, c'est finalement leur faire payer plus d'impôts demain, parce que ce que payent les plus aisés, ben c'est eux, c'est les classes moyennes qui le paieront, parce que de toute façon, il faudra faire tourner la machine publique. Donc, l'intérêt des Français, c'est pas de se dire il faut pas faire de cadeaux aux riches. L'intérêt des Français, c'est de se dire il faut utiliser au mieux l'argent des riches pour notre prospérité, pour que mes gamins aient du boulot demain. Et c'est ça la réalité du problème. Et tout le reste, c'est du blabla, ce sont des sophismes, des idées fausses qui sont développées pour faire peur, alors qu'en réalité, c'est pas le sujet. Bon, on se termine là-dessus. Vous noterez aussi que sur la TVA, il a un petit peu reculé, François Fillon. Je voulais en parler dans 2 secondes. Il a quand même reculé puisque seul le taux normal de TVA sera augmenté de 2 points, de 20 à 22. Mais sur le taux intermédiaire, qui concerne évidemment l'hôtellerie, tout ce qui est commerce de bouche et le bâtiment, là on touche pas, il recule un peu. Oui, mais c'était attendu. Moi, je savais qu'on reculerait sur ce sujet. Ah, c'est tout, Agnès Varda. Non, mais pourquoi? Mais parce que c'est tout simple, il suffit de regarder les chiffres. Pour regarder les recettes de TVA en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, on a un tout petit écart qui permet d'augmenter un tout petit peu, mais d'augmenter d'1 point à peu près. Alors là, il fait 2 points sur le taux normal, mais c'est à peu près la même chose que de faire alors que sur le taux intermédiaire, pour le coup, on est déjà haut, c'est ça? Mais oui, c'est ça le problème. Donc il faut toujours se comparer aux autres et se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma compétitivité sans pour autant, à un moment, la grever. Et le sujet, c'est qu'on est déjà autour de 7 points de PIB en recettes de TVA et qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus haut parce que nos partenaires principaux, ils sont à ce niveau-là. Bon, voilà, ce que doit faire le prochain président de la République, hein, c'est aux éditions Albin Michel, c'est signé Agnès Verdier-Molinier, c'est toujours dans toutes les librairies et pas que, on peut aussi l'acheter évidemment sur Internet. Merci à vous. Merci. Bye bye.